Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue pour notre webinaire du jour. On en a régulièrement ces derniers temps, avec parfois plusieurs fois par jour, ce qui est le cas aujourd'hui avec une opération FoodTech qui se tient en parallèle. En tout cas, heureux de vous retrouver pour ce webinaire qu'on organise en collaboration avec la Banque cantonale de Genève et qui a pour thème après la récession, qu'est-ce qui différencie la croissance des pays, avec le cas de la France et bien sûr le cas de la Suisse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Valérie Lemaigre, qui est chef de l'investissement de l'Investment Office, et économiste en chef de la Banque cantonale de Genève depuis le 1er janvier 2013. Elle fournit dans ce cadre au Chief Investment Officer et au comité d'investissement de la BCGE les perspectives économiques et financières qui contribuent notamment à définir les orientations d'investissement et d'allocation d'actifs qui sont opérées par la banque. Elle supervise également la production des publications externes du département de la Banque cantonale de Genève Asset Management. Et Madame Lemaigre bénéficie d'une expérience de près de 30 ans en tant que macroéconomiste, dont plus de 20 ans au sein du secteur bancaire, notamment auprès de Dexia, de Lombard-Odier ou encore de Stigma Partners avant d'être au sein de la Banque cantonale de Genève. Elle a auparavant également travaillé pour des entités académiques et gouvernementales, notamment en Belgique. Et elle est également présidente de l'Association des stratégistes de Genève et membre de la commission financière de la Fondation Linarts. Voilà. Madame Lemaigre est titulaire d'une licence en sciences économiques de l'Université de Louvain-la-Neuve, donc en Belgique, ainsi que d'un Master of Science en études financières et bancaire international de l'Heriot-Watt University à Édimbourg, au Royaume-Uni. Madame Lemaigre, on se réjouit de vous entendre, de vous écouter pour cette présentation. Nos participants ont la possibilité de poser des questions tout au long de votre présentation au moyen de la chatbox qui est en bas de l'écran. Et donc, on prendra un petit moment, si vous en êtes d'accord, à la fin de votre présentation pour répondre aux questions, aux interrogations que peut susciter votre présentation. Et sans plus attendre, je vous passe la parole. Merci encore d'être avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci à la Chambre de commerce France-Suisse de m'avoir convié à cet événement. Je pense que c'est effectivement intéressant pour tout le monde et encore plus quand on est proche des deux régions. De pouvoir analyser un peu cette crise assez atypique, assez exceptionnelle qu'on a vécue au cours de l'année 2020, qu'on pense continuer à vivre aujourd'hui, et je crois que sur certains aspects, c'est vraiment le cas. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'après la récession, on est quand même déjà dans une reprise, même si elle paraît très, très inégale. Alors, je vais vous proposer de commencer justement par le passé pour pouvoir comprendre le présent. Et pour comprendre le passé, je souhaiterais insister sur cette crise qui est très atypique. On le sait, d'une part, pour son catalyseur qui a été lié à la crise sanitaire, mais surtout, elle est atypique parce qu'elle touche de façon très inégale les économies. Et vous avez une illustration de cette inégalité de traitement, on va dire, avec la création de richesses, ou plutôt la destruction de richesses qu'on a pu connaître. Et vous le voyez qui est très, très inégal selon qu'on se positionne en Suisse, avec finalement sur 2020, on a une contraction de l'activité qui est de l'ordre de 3%. Si on se situe en France, on va être plutôt autour de contraction de l'ordre de 7%. Et puis, les victimes les plus importantes sont des pays comme l'Espagne et la Grèce. Et on va évidemment tout de suite essayer de comprendre pourquoi. Alors, si vous regardez, je pense que vous avez à l'écran ces graphes, et j'espère ne pas vous donner une indigestion ou vous empêcher de prendre votre déjeuner après cet entretien. C'est vrai que je vais parler beaucoup de chiffres, je vais peut-être vous montrer beaucoup de graphes.
c'est toujours un petit peu le support et le filet de l'économiste, c'est de vous montrer comment ça se passe réellement et puis d'interpréter quelque part ce qui se passe au niveau des économies. Et donc, sur le graphe de droite, ce que vous pouvez comprendre de ce graphe, c'est qu'on a décomposé au niveau de la France son activité selon ses secteurs. Et ce qu'on voit clairement, c'est qu'en 2020, la problématique, elle s'installe et elle perdure dans l'hôtellerie et la restauration. Et cette problématique, elle s'installe, elle perdure dans d'autres secteurs. Et je reviendrai là-dessus, bien sûr, notamment sur le transport, alors qu'on le voit, il y a certains secteurs qui sont quasi déjà revenus à leur activité précédente et on en parlera aussi des activités du service immobilier qui est de retour sur des niveaux d'activité de 2019. Donc, premier tir de disparité, ce sont ces disparités liées à l'exposition sectorielle. Également à l'exposition, j'en parlerai peu, mais on peut en reparler plus tard parce que vous êtes certainement issus des PME. Une inégalité de réaction également en fonction de la taille de l'entreprise et de sa résilience par rapport à une problématique de trésorerie. Mais ce qui est clair, c'est que c'est l'exposition sectorielle des différents pays qui justifie le graphe de gauche, c'est-à-dire la différence de contraction d'activité. Alors, on parle beaucoup des mesures de confinement, ces mesures sont finalement de la problématique de la vaccination, que ces mesures sont finalement celles qui dérivent l'activité globale et l'activité des économies. Vous allez voir que, mon propos n'est pas d'évaluer ces mesures. On est dans une crise, dans toute crise, et on peut reprendre l'exemple de la crise financière des années 2009. Dans toute crise, il y a des mesures de tâtonnement, d'itération, on peut les appeler comme on veut. C'est impossible de trouver une solution au problème. C'est une crise qui est profonde, qui est grave, qui enclenche beaucoup d'impacts, de conséquences. Et donc, forcément, il faut passer par du tâtonnement et de l'itération. Lors de la crise financière, les banques centrales ont dû passer par des mesures, des instruments nouveaux, des mesures de tâtonnement. Ça fait partie de la sortie de crise, de se tester dans ce qu'on peut soutenir au niveau de l'activité, du retour de l'activité. Donc, la mention dans notre propos n'est pas d'évaluer les mesures de confinement, les retards, ça n'est pas ça qui est le principal facteur de l'analyse économique qu'on va faire de la récession et de la reprise. Je le mentionne, c'est essentiellement une histoire d'exposition à certains secteurs. Et revenons juste un instant sur ce secteur de l'hôtellerie. Vous le voyez, la contraction d'activité qui est encore aujourd'hui dans cet état-là, cette contraction d'activité s'élève à quasi 42, enfin certaines estimations que j'ai reprises sont de l'ordre de 42% d'interruption d'activité, pas d'interruption d'activité, pardon, de contraction de création de valeur. Et donc, dans ces secteurs les plus touchés, ce qui est important, c'est de comprendre l'exposition de chaque pays à ce type de secteur. La France est exposée au secteur du tourisme, et je vais l'inclure là-dedans parce qu'on va inclure une partie du transport dans cette composition. La France est exposée au tourisme pour environ 10% de sa création de richesse, donc de son PIB ou de sa valeur ajoutée. La Suisse est exposé à 5% de la création de valeur. Donc, vous voyez que déjà, on a une différence entre la Suisse et la France par rapport à ce secteur qui souffre le plus. Et si vous prenez l'Espagne, vous montez à quasi 15% de son activité qui est liée au secteur du tourisme. Donc, à nouveau, des inégalités très importantes par rapport à ce secteur. Et si on prend des régions qu'on connaît bien à la fois en Suisse et en France, que sont les régions des montagnes,
dans cette phase d'activité de tourisme intense en hiver comme en été d'ailleurs, eh bien, ces régions de montagne, elles ont plus de 20% de leur activité, de leur emploi qui est lié au tourisme. Donc, on comprend bien évidemment que certaines régions sont beaucoup plus touchées que d'autres et que donc cette inégalité sectorielle enclenche une inégalité régionale. Alors, je vais passer à la diapositive suivante, si vous le voulez bien, pour vous parler non plus tant du passé, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui. Le premier graphe vous montre la différence entre la Suisse et la France. J'en ai déjà parlé. Les principaux facteurs sont liés notamment à cette exposition au secteur du tourisme, mais pas seulement, je vais revenir là-dessus. La deuxième composante qui est importante à comprendre dans ce choc et cette reprise, c'est l'importance de l'industrie et l'importance des investissements de cette industrie. Et vous allez le voir que dans la reprise, c'est un facteur crucial de cette reprise d'activité. Pourquoi? Parce que les entreprises investissent. La question, c'est est-ce que les particuliers investissent autant? Et là, vous avez le graphe de droite qui vous montre la courbe bleue, la France, où on a l'impression qu'au niveau de la construction, notamment, on n'est pas encore revenu au niveau précédent. Si vous regardez la courbe suisse, eh bien, cette courbe est déjà de retour sur ses niveaux 2019. Donc là aussi, une distinction sur laquelle je vais revenir aujourd'hui, c'est que se passe-t-il au niveau du secteur immobilier? Est-ce que les particuliers investissent différemment dans leur immobilier que précédemment? Alors revenons d'abord un instant sur ce rôle de l'industrie dans la reprise économique des différentes régions. Et mentionner aujourd'hui que dans le cadre de la Suisse se situe, vous pouvez plus ou moins le voir avec la courbe rouge, l'activité de la Suisse ne se situe plus qu'à 2,5% en dessous de son activité de 2019. La France, vous le voyez, est encore à 5% en dessous de son activité de 2019, même si elle s'est déjà bien redressée. Qu'est-ce qui va permettre à ces deux économies de pouvoir revenir au niveau précédent, voire même de le dépasser? Et là, je souhaiterais que nous passions à la diapositive suivante pour vous commenter ce qui se passe au niveau international. Et là, vous avez un graphe un petit peu volatile, hein, de nouveau que ça ne vous donne pas la tourmente, ça vous montre simplement tous ces graphes, hein, en économie souvent, quand vous regardez vers le nord, en général, c'est bon signe, c'est plutôt signe d'expansion. Quand vous regardez vers le sud, c'est plutôt une problématique qui s'installe, un manque d'activité, une perte de valeur. Alors, prenons ce graphe qui vous illustre les exportations au niveau mondial et selon les régions. Vous voyez que la courbe rouge, qui est celle qui illustre l'ensemble du monde, a connu une contraction assez forte, mais est déjà en redressement. Et aujourd'hui, par rapport à l'an dernier, on est quasi en stabilisation de cette activité dans le monde. Maintenant, tout le monde n'en a pas encore profité. Vous voyez que la France en profite pas mal, mais est encore un peu en retard par rapport à l'Europe, à la zone euro, qui rebondit assez bien parce qu'elle a moins creusé aussi que la France, et puis la Suisse qui est un petit peu plus en avance, on va dire, dans cette reprise de l'activité des exportations. Alors, c'est important de comprendre que ce retour d'activité, cette reprise de l'industrie et des exportations mondiales, elle a été tirée et devancée par la Chine. Vous voyez la courbe chinoise qui est la courbe noire, qui explose littéralement. Je l'ai même arrêtée. On est à même plus de 30% au-dessus de l'activité d'exportation de l'année dernière. Alors, l'année dernière, c'était un petit peu avant mars, hein, donc on n'était pas encore dans ce choc, mais la Chine était déjà dans le choc de la pandémie. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le commerce mondial est clairement
est clairement tiré par la Chine. Alors, pourquoi c'est important? Et là, on va peut-être passer à la diapositive suivante. C'est de comprendre en quoi nos régions, la Suisse et puis la France, peuvent profiter de ce rebond des exportations internationales et en particulier chinoises. Tout dépend de la composition des exportations et c'est bien ça qui explique la différence entre la Suisse et la France. Premier type d'explication, c'est au niveau de l'activité globale. C'est vrai que les exportations contribuent plus à l'activité en Suisse qu'en France. On est à 56% contre 33% en France des exportations par rapport à la création de la création de valeur ajoutée. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est la composition de ces exportations. En Suisse, on a l'avantage d'être fortement exposé aux exportations d'une part de la pharma, vous le voyez, 37% des exportations suisses, c'est de la pharma et de la chimie. Deuxième atout des exportations suisses, c'est tout ce qui est lié à l'horlogerie et aux instruments de précision. Vous voyez que c'est 21%. Donc, on a clairement 50%, plus de 50% des exportations suisses qui sont liées à des secteurs qui, un, ont moins subi la chute et qui, deux, profitent très rapidement de la reprise de la Chine et de cette demande chinoise qui s'investit assez rapidement dans des produits de luxe ou des produits de type horlogerie. Alors, la France a quand même une exposition secteur pharma qui est importante, notamment en chiffre d'affaires. On est quand même à des niveaux qui sont la moitié de la Suisse, mais qui sont quand même des niveaux importants. Néanmoins, la part des exportations liées à cette production pharmaceutique est assez faible. Alors, quelle est la problématique aujourd'hui des exportations françaises qui font qu'elles restent un peu en deçà des exportations européennes ou des exportations des partenaires et notamment de la Suisse? Eh bien, la problématique qui persiste dans les exportations françaises, c'est la pondération importante du secteur aéronautique. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi il y a un problème dans le secteur aéronautique, mais il est clair que 12% des exportations françaises sont liées au secteur de l'aéronautique. L'automobile a perdu un peu son point important. Aujourd'hui, c'est plutôt l'aéronautique qui prédomine dans le transport et les exportations de transport à l'étranger en France. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ce secteur-là est sous pression. Alors, on pourrait dire c'est un secteur qu'on peut un peu laisser faire on va dire, sa maladie d'adolescence, c'est-à-dire qu'il a très fort grossi. C'est énormément développé au cours de ces 10 dernières années. Peut-être trop, on a peut-être des excès de capacité dans les capacités des compagnies aériennes notamment et également de la production aéronautique. Il faut faire attention que dans ces ajustements de type automatique économique, on va les appeler comme ça, le secteur de l'aéronautique est un secteur stratégique. C'est un secteur qu'on ne peut pas abandonner. C'est un secteur qu'on ne peut pas laisser on va dire, sous la pression de la réduction de capacité sans avoir un soutien de relance de la part des gouvernements, pour la raison que je vous disais, qui est c'est un secteur stratégique. Deuxième raison qui est importante, qui a été mentionnée par un des journaux de Les Échos ce week-end, qui est, je pense, assez crucial également, c'est que aujourd'hui, on ne va pas générer de profitabilité dans ces secteurs. Et pourtant, la profitabilité est bien nécessaire pour l'investissement. Et c'est un secteur qui, à l'instar de l'automobile les 5 dernières années, doit veiller à sa transition énergétique, on va dire, sa transition d'innovation pour pouvoir faire face à ce défi de la réduction carbone.
Et pour aider le secteur à faire cette transition-là, il faut absolument un soutien des gouvernements. Pourquoi? Parce que le soutien, on va dire, qui pourrait être issu de la profitabilité, ce soutien-là n'est pas présent, il ne sera pas présent dans cette phase de réduction de capacité. Donc, attention à ce secteur de l'aéronautique qui, pour l'instant, pèse sur les exportations françaises. Néanmoins, il ne faut pas l'abandonner et vous devez pouvoir comprendre certaines mesures de relance qui consacreraient quand même des capitaux à ce secteur-là. Alors, on va passer à la diapositive suivante pour vous montrer pourquoi les exportations sont importantes dans un cycle de reprise. Et là, j'ai pris l'exemple des entreprises suisses pour que vous compreniez la dynamique des exportations, qui n'est pas seulement une caractéristique des économies les plus exposées aux exportations. C'est le cas aussi quand on regarde les entreprises aux États-Unis, c'est le cas aussi trop longtemps. Il est important pour pouvoir dynamiser les investissements des entreprises d'avoir des perspectives à l'exportation qui soient bien orientées. Voyez la relation entre, dans le graphe de gauche, la courbe rouge et la courbe bleue, les perspectives d'exportation étant cette courbe bleue, et vous voyez que c'est un bon précurseur pour nous redonner une dynamique aux investissements. Alors, c'est une force de la Suisse, ça n'est pas une faiblesse de la France. Et je voudrais mentionner par la droite de cette diapositive la force de la France quant à ses investissements en recherche et développement et dans les brevets en particulier. Et vous voyez que la part des investissements en propriété intellectuelle en France, qui est la courbe bleue, est très bien positionné. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que dans toute cette phase d'innovation, la France, les entreprises françaises sont bien positionnées. Par contre, toute cette dépense d'investissement en recherche et développement et tout ce qui est brevet n'est pas tellement consacré au secteur à l'exportation. Mais par contre, c'est consacré aussi au secteur domestique. Donc, il y a à la fois du pour et du plus et du moins dans cette spécialisation française qui est un atout sérieux. La Suisse l'utilise un petit peu plus pour profiter à la compétitivité de ses entreprises, c'est-à-dire à son secteur exportateur. Alors, on va passer à la diapositive suivante pour vous dire que oui, la reprise est enclenchée. Oui, la reprise vient pour l'instant essentiellement du secteur industriel, qu'il y a des forces en Suisse et certaines faiblesses en France, mais qui ne sont pas des faiblesses, on dira, pénalisantes à moyen long terme. Et dans cette reprise de l'industrie, il y a un facteur crucial que j'ai déjà souligné pour le secteur de l'aéronautique en France, qui est ce soutien. C'est surtout ce plan de relance européen et français qui va permettre à cette relance d'être accélérée et notamment d'être accélérée dans les secteurs industriels. Pourquoi ? Le plan de relance européen qui est important, hein, vous le savez, c'est 1 900 milliards qui est réparti jusqu'en 2025, évidemment réparti entre les différentes régions. Chacun doit amener un axe de développement de ce plan de relance. On parle beaucoup qu'il n'est pas encore mis en place, on s'en plaint. Il y a tout un mouvement d'itération important entre les gouvernements des différents pays et la Commission européenne pour valider un plan qui soit vraiment lié sur des axes d'investissement de long terme. Et c'est pour ça qu'on retrouve, pour le cas particulier de la France, un plan qui va adresser des problématiques de long terme, ce qu'on appelle les méga-trends. Et il y en a 3 actuellement qui sont importantes. La première, c'est la transition climatique. La deuxième, c'est la transition numérique, l'innovation
tout ce qui est digitalisation. Et le troisième axe important et qui résout un petit peu ou qui doit adresser les problématiques d'inégalité, c'est tout ce qu'on appelle l'inclusion. Attention de ne pas mélanger inclusion climatique avec l'inclusion en général. L'inclusion qui permet d'adresser toutes les problématiques d'inégalité. On ne parle pas que d'inégalité sociale. Je pense que c'est important que cette inclusion, elle adresse aussi, par exemple, les inégalités entre les PME et les grandes entreprises. Comment est-ce qu'on peut adresser cette inégalité-là, notamment par la simplification administrative? Ça, c'est un facteur. Vous avez une autre inégalité qui est très importante, c'est l'inégalité démographique. Une forte inégalité, on en parle beaucoup, entre les jeunes qui sont sous pression, les jeunes universitaires. Je ne vais pas parler de cette problématique-là, mais elle est importante. La France a adressé de nombreuses mesures pour soutenir ces jeunes à l'université ou dans des filières d'apprentissage en difficulté. Mais il y a toute une problématique démographique qui est liée non pas seulement au budget, on va dire, nécessaire au paiement des pensions qui va enclencher des réformes, mais aussi, par exemple, l'accessibilité à la propriété qui devient très compliquée pour un jeune entrant. Aujourd'hui, la propriété, elle est essentiellement possible pour des gens fortunés, des gens qui ont déjà des biens et qui peuvent de nouveau les hypothéquer pour acheter de nouveaux biens. Donc, il y a plein de mesures de relance importantes qui peuvent adresser ce qu'on appelle cette inclusion. Et c'est le troisième volet, on va dire, troisième axe de ces plans de relance. Alors, la France a souhaité, au-delà du plan européen, rajouter ce qu'elle appelle son quatrième plan de relance. Elle en a déjà mis en place précédemment. De nouveau, c'est un plan de relance qui vise à soutenir la croissance. Et donc, ça n'est pas uniquement des plans de soutien. On a été pendant une année surtout basé sur des plans de soutien. Aujourd'hui, on est beaucoup plus vers l'avenir, la construction de la croissance. Et dans ce contexte-là, on va stimuler les plans de relance. De ce côté-là, la Suisse est un petit peu en retard, c'est un petit aparté, mais apparemment, on travaille également aussi en Suisse sur des plans de relance. Les besoins sont peut-être moins importants puisque, bien sûr, ces plans de relance visent aussi à adresser la perte d'activité qu'on a eue. Alors, est-ce qu'il y a un souci sur le Zoom? Moi, j'ai perdu le partage de l'écran. Écoutez, on a toujours bien l'écran en vue, donc pour le moment, ça fonctionne bien. On est sur la planche, sur le plan de relance de la France. Le plan de relance. OK, merci beaucoup. Désolée pour cette petite interruption. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Cette diapositive qui adresse la problématique dont on va encore parler à la diapositive suivante, à savoir, mais comment on finance tous ces plans de relance? On parle énormément d'augmentation de la dette publique. C'est vrai, ça va être vrai en France, vous allez le voir avec la diapositive suivante. Ce qui est important de comprendre dans un plan de relance, c'est que ce plan de relance, il est fait pour créer de la croissance. Ce qu'il veut dire, c'est que la croissance va être plus forte que la dépense qu'on va créer. Donc, on va finalement autofinancer ces plans de relance. Ce n'est pas la même chose qu'un déficit qu'on crée pour venir en aide à différents secteurs qui sont en problématique. Alors, première chose qui est importante de mentionner dans le financement de ces plans de relance, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des situations de taux d'intérêt qui sont au minimum. On est sur des plus bas, que ce soit en France, que ce soit en Suisse. On peut parler du petit mouvement récent, mais réellement, on est sur des tendances de taux qui sont négatifs, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut emprunter sans avoir une problématique
ce qu'on a bien connu en Belgique, à savoir l'effet boule de neige, où c'est finalement simplement le service de la dette qui enclenche de la dette. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette problématique-là. C'est un vrai atout. Ça veut dire qu'on peut créer de la croissance sans avoir une problématique de service de la dette. Et ça, ce sont des conditions qui sont favorables. On va revenir sur le financement de cette dette. On a en plus créé en Europe ce qu'on appelle les eurobonds, hein, qui vont être mis en place dans ce plan de relance, qui vont permettre à tous les pays, et la France également, de bénéficier des taux les plus bas. Pourquoi? Parce que le risque de crédit de l'Europe est au minimum et ne tient pas compte de risques individuels que pourraient avoir certains pays. Donc, clairement, on a des conditions de financement qui pèsent dans la réflexion et dans la dynamique de mettre en place des mesures importantes pour créer la croissance. Je pense que c'est important de commencer par là avant de s'inquiéter des niveaux de dette. Et la diapositive suivante adresse, si vous pouvez nous la montrer, voilà, adresse l'augmentation des dettes. Vous avez, ici, je vous ai pris uniquement l'exemple de la France sur le déficit qu'elle a créé en 2020, c'est la courbe bleue, par rapport au déficit qu'elle avait pu créer en 2009 au moment de la crise financière. Vous voyez qu'on va creuser encore plus le déficit en France et dans beaucoup d'autres régions. Ce n'est pas spécifique à la France. C'est une problématique qui va enclencher une hausse des dettes de l'ordre de 10 à 15%. Est-ce que le niveau de dette est un problème? En tant qu'économiste, je reviens sur cet atout de service de la dette qui est faible et qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle une soutenabilité de la dette qui pourra être adressée beaucoup plus facilement. C'est quoi la soutenabilité de la dette? Ce concept-là qui dit, si vous investissez votre dette publique dans des projets productifs, c'est typiquement ce qu'on discute avec ces plans de relance, vous allez créer de la croissance qui va permettre quelque part à votre dette d'être autofinancée par la croissance, d'être remboursée partiellement par la croissance. Et donc, ce ratio qui est important pour tous les économistes, qui est la dette sur le PIB, eh bien, le PIB va croître plus rapidement et va permettre à cette dette, quelque part, de se réduire simplement par l'effet de la création de croissance que la dette a créée. Donc, c'est réellement le pari des gouvernements européens et surtout soutenu par les banques centrales qui veulent absolument qu'on crée des vrais programmes de relance pour adresser les axes, je vous le disais, ou les grandes tendances qui étaient déjà mises en place avant la crise. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans un budget annuel, le gouvernement se doit, en phase de crise, de compenser ce que les privés ne vont pas faire. Et qu'est-ce que les privés n'ont pas fait pendant 2020? Ils n'ont pas voulu investir. Ils ont très peu investi et surtout, ils n'ont pas voulu consommer ou ils n'ont pas pu consommer dans le cadre des mesures de confinement où clairement, on a eu certaines activités qui ne pouvaient pas être utilisées pour une période temporaire et notamment, on va revenir là-dessus, tout ce qui est restauration. Alors, je vais passer à la diapositive suivante pour adresser le risque qui reste ou le risque qu'on peut percevoir comme étant le risque prédominant, c'est celui lié aux phases de confinement. On le voit dans les pays européens, surtout dans le Nord, on est en train de refermer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire vraiment qu'on interrompt la croissance, qu'on interrompt la relance, qu'on la reporte pour certains? Ou est-ce que ça veut dire qu'on continue, on va dire, à alimenter cette inégalité entre les secteurs qu'on a observé depuis mars dernier, mais en particulier lorsqu'on a remis en place des mesures de confinement lors de la deuxième vague et maintenant de la troisième vague de cette pandémie. Alors,
c'est pour ça que je voudrais vraiment insister sur le comportement du consommateur aujourd'hui pour qu'on comprenne que le risque, de nouveau, est très inégal. Le risque est focalisé sur certains secteurs. Alors, prenez le graphe de gauche de cette page 10. Ce graphe de gauche qui est consacré à la consommation suisse. Qu'est-ce que vous pouvez observer? Les petits bâtonnets rouges, les bâtonnets bleus marines, c'est la consommation totale, tout ce qui est consommé par le particulier. Vous voyez que c'est en contraction, ça a été encore en contraction au moment des mesures de confinement. Mais on a un comportement très divergent entre les biens de consommation, c'est-à-dire ce que vous pouvez acheter qui est un bien durable, et la consommation des services. Et on voit clairement dans cette dynamique que la confiance des consommateurs qui est illustrée par la courbe bleu clair et qui montre qu'on est encore en déprime, eh bien, elle n'affecte pas la dépense de biens durables. Pourquoi? Parce que ce qu'on a observé dans la plupart des pays, c'est que depuis le premier confinement, eh bien, les consommateurs dédient un budget plus élevé à améliorer leur habitat, que ce soit par des biens qui vont, on va dire, améliorer leur confort. On a vu une explosion des ventes de matelas, par exemple, après le premier confinement, mais ça peut être également l'amélioration avec la rénovation de votre habitat, où on va le voir après, un changement aussi de biens immobiliers. En France, qu'est-ce qu'on a vu? C'est un petit peu plus volatile, mais on a vu aussi ce même mouvement. Vous voyez la consommation privée qui est la courbe grise et la courbe bleue qui s'est un peu mieux comportée et qui est une courbe liée à ces biens durables et notamment tout ce qui est lié à l'habitat, au logement, qui a un petit peu mieux profité de cette crise. Alors, vous me direz, fermeture des magasins ou pas fermeture des magasins, ça change évidemment la donne. Bien sûr, ça change la donne, mais ce qu'on a pu observer aussi au cours de cette crise, c'est que finalement les consommateurs se switcher, comme on dit en anglais, donc aller rapidement utiliser d'autres façons d'acheter et notamment par le e-commerce qui s'est fortement développé dans l'ensemble des économies, qui pour l'instant peut compter quasi 30% des ventes de biens durables dans les différentes économies. Donc ça, c'est pour le côté positif de la consommation. Pour le côté négatif de la consommation, c'est tout ce qui est service à la personne, tout ce qui est restauration qui continue à être en berne. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est on en reparlera au niveau des prix, mais c'est la distinction de comportement entre un consommateur européen et un consommateur américain. Le consommateur américain va consacrer dès le début une bonne partie de son budget à l'habitat et à son transport. Ça veut dire tout ce qui est vraiment lié non pas à ses loisirs extérieurs, mais à son loisir intérieur, c'est-à-dire à son habitat. L'Européen a une tendance à consommer, à consacrer un budget important, non seulement à l'alimentaire, mais à l'alimentaire qui est pris à l'extérieur de son habitat. Et donc, on a 30% en moyenne en Europe du budget qui est consacré à l'alimentation et au restaurant. Ce qui veut donc dire que ça fait vraiment partie de l'habitude du consommateur européen d'aller au restaurant, de consommer au restaurant. Et donc, une bonne partie de son budget aujourd'hui n'est pas consacrée à cette activité-là qu'il privilégie. Et ça crée évidemment un poids, bien sûr, pour la restauration, mais également une épargne qui s'est accumulée au niveau du consommateur français. Alors, au niveau du français, c'est un peu moins de 30%, c'est 26%. Le suisse est à 22% de son budget qui est consacré à l'alimentation et à l'alimentation à l'extérieur. Prenez l'exemple de l'Espagne, on est quasi à 40% du budget d'un consommateur espagnol qui se fait quasi à l'extérieur de sa maison dans les restaurants. Donc, vous comprenez l'importance de ce facteur-là. Alors, je vais passer
à la diapositive suivante, et il faudrait que je m'arrête assez vite dans cette présentation pour qu'on puisse consacrer un petit temps à la discussion. La diapositive suivante est consacrée à l'évolution de l'immobilier. Et on a vu que cette évolution de l'immobilier n'était pas une victime de la crise, que du contraire, dès que tous les secteurs de la construction et les services immobiliers se sont réouverts, on a vu une expansion de cette activité-là. Donc, des personnes qui souhaitaient soit changer de logement pour aller vers du plus grand, soit faire évoluer leur logement. Et donc, on a clairement eu des pressions à la hausse sur les prix des logements. Vous voyez la Suisse, par rapport aux revenus enclenchés par le particulier, les prix sont montés en flèche. C'est un peu vrai en France. On a eu un peu d'hésitation. C'est un peu vrai en France quand même. En 2020, accélération des prix, et notamment en Île-de-France, des logements. Donc, clairement, il y a une activité immobilière qui en profite, pas forcément, qui n'a pas forcément enclenché énormément au niveau de la construction. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il faut un certain délai pour créer des nouveaux logements, mais néanmoins qui a permis d'accélérer les transactions immobilières. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, et ça c'est un atout dans cette reprise de l'activité, c'est que la France a 20%, non, à 13%, pardon, de son activité qui est liée, de sa création de valeur ajoutée, qui est liée au service immobilier. Donc, évidemment, le fait que l'activité immobilière s'est accélérée ces derniers mois, ça a été un soutien pour l'activité domestique française. 13% quand en Suisse, cette activité immobilière de services immobiliers est essentiellement de 7%, donc près de la moitié. Donc là, clairement, c'est un atout face à cette crise de la France dans la reprise de l'activité immobilière du particulier qui a accumulé de la dette, pardon, pas de la dette, au contraire, qui a accumulé de l'épargne, qui a accumulé du cash, qui a permis finalement de reprendre son achat immobilier sans devoir faire totalement appel à la banque pour ses crédits. Voilà, et puis je vais terminer sur le dernier risque qui est la page 12, qui est ce risque d'inflation dont on parle beaucoup. On en parle beaucoup, surtout sur les marchés financiers. On a peur des hausses de taux récentes qui étaient un petit peu plus drastiques aux États-Unis qu'en France. Je vous ai mis là les prix des OAT, les taux OAT, qui, vous le voyez, se sont un peu redressés sur les longues échéances, mais sur les courtes échéances, finalement, on ne bouge pas. Alors, c'est donc un risque d'inflation qui anime surtout les marchés financiers. Si vous regardez les économistes ou même les banquiers centraux, ils ne sont pas trop inquiétés par ces mouvements d'inflation. Pourquoi? Et regardez le graphe de gauche qui vous montre le niveau général des prix. Donc, on ne parle pas d'inflation, de croissance des prix, mais du niveau des prix. Et vous voyez que ce niveau des prix en France comme en Europe, il est stable, il stagne. Il n'y a pas de forte pression. Et même aux États-Unis où on les craint, finalement, les pressions, elles sont juste revenues sur des tendances historiques. Donc, pas de crainte non plus. Pas de crainte en Suisse. On est plutôt encore en contraction du niveau général des prix. Il y a simplement des mouvements statistiques qui sont liés à des comparaisons par rapport à l'an dernier et notamment des prix de l'énergie l'an dernier qui font que statistiquement, on va avoir des niveaux d'inflation qui vont être plus élevés. Mais de nouveau, ça ne révèle pas de pression inflationniste qui vont détruire le pouvoir d'achat des particuliers, donc pas un risque important. Voilà, je vais laisser peut-être la place aux questions et nous mettre sur la dernière diapositive qui reflète un petit peu les principaux axes que j'ai voulu développer lors de cette présentation. Mais je pense qu'il est temps de répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Madame Lemaigre, pour cette présentation dense tenue dans un temps record. Alors, vous avez parlé de l'immobilier résidentiel sur l'avant-dernière slide. On a une question sur l'immobilier commercial et la mise en perspective de la généralisation du télétravail, du développement du flex office. Est-ce que là, vous pouvez voir un risque de contraction de l'immobilier commercial en France et en Suisse? Alors,
Si je prends le cas de la Suisse, pour commencer, hein, je suis désolée, c'est celui que je connais peut-être un petit peu mieux, et en particulier de Genève, c'est une problématique qui était déjà existante. Donc, je pense que ce qui est important de comprendre dans cette crise, c'est qu'elle a accéléré des phénomènes, mais elle ne les a pas créés. Et donc, la problématique des excès des surfaces vacantes commerciales, en particulier des bureaux, par exemple, à Genève, était une problématique qui précédait la crise. Est-ce qu'elle s'est fortement accentuée avec la crise? Pour l'instant, pas tant que ça, mais c'est vrai qu'on voit, on observe des baisses de prix des bureaux et des surfaces commerciales en Suisse pour l'instant. Est-ce que c'est lié à la crise et est-ce que ce mouvement-là va s'accélérer avec le télétravail? Moi, je n'ai pas la réponse sur ce que vont faire tous les secteurs et toutes les entreprises par rapport à l'introduction du télétravail. Ce que je peux simplement vous mentionner au niveau des enquêtes, c'est que finalement, alors que c'était un mouvement enclenché avant la crise, cette problématique du télétravail, est-ce qu'on offre 1, 2 jours à l'employé pour qu'il travaille chez lui? Cette problématique-là, le côté positif de la crise, c'est qu'on a pu tester l'extrême de ce système. On a pu le tester pendant 1 an. Si vous parlez, tout le monde a des contacts de personnes qui, depuis 1 année, sont en télétravail. Ces personnes-là ne demandent qu'une chose, c'est revenir dans les bureaux, revenir, pouvoir recréer du lien commercial, du lien avec les collègues. Donc, je pense que ce qui est bien dans cette crise, entre guillemets, c'est qu'on a testé l'extrême du système et dès lors qu'on va aller très vite vers un équilibre. Cet équilibre-là va probablement enclencher encore un mouvement d'adaptation du côté du commercial, mais ça ne va pas enclencher une correction massive ni un changement massif de comportement. Je pense que le nombre d'entreprises qui va passer à 100% de télétravail, ce nombre d'entreprises-là sera très probablement réduit, encore moins dans les services où on a bien compris que dans les services, le contact humain restait très important. Donc, réellement, cette crainte qu'on peut avoir par rapport à l'extrême du système, je pense elle doit être tout de suite altérée, tout de suite répondue en disant que finalement, on ne va pas aller sur une problématique extrême du télétravail. Merci beaucoup. On a une question sur les risques, et notamment le risque pour la Suisse de l'accord ou du non-accord institutionnel avec l'Union européenne. Comment est-ce que vous analysez cela et quelle perspective à court moyen terme vous voyez? Alors, alors, moi, je vais prendre le côté économique des choses et pas le côté politique des choses. Je sais que c'est compliqué au niveau politique, mais ça n'est pas le sujet auquel moi je peux répondre. Ce qui est évidemment important, c'est tous ces accords bilatéraux. Ce qui est évidemment important, c'est d'avoir une collaboration intense avec l'Europe. Si on n'a pas parlé des débouchés, j'ai oublié de vous mentionner les débouchés à l'exportation de la Suisse. Bien sûr, la Suisse profite de ces débouchés à l'exportation hors de l'Europe, mais elle a quand même encore plus de 50% de ces débouchés à l'exportation qui sont liés à l'Europe. Donc, c'est sans parler de toute la mobilité, c'est sans parler du système financier qui est complètement dépendants l'un de l'autre. Enfin, je veux dire, il y a des interactions indispensables. Je ne vais pas vous mettre le cas du Royaume-Uni en exergue, mais je pense que le Royaume-Uni est seulement en train de connaître justement les avatars de ce choix de séparation. Donc, il est bien évident que ces accords bilatéraux sont cruciaux pour l'activité de la France voisine, mais l'activité de la France en général, c'est quand même 5% de ces exportations qui vont en Suisse. Hein. Et puis, l'activité de la Suisse, ça, je pense que c'est assez clair.
On n'est pas un pays indépendant, on ne peut pas vivre de façon indépendante, on ne peut pas prétendre au protectionnisme et à la globalisation, au retour de la fin ou quoi que ce soit de la globalisation aujourd'hui. Ce qu'on doit vraiment veiller en tant que pays, c'est de pouvoir localiser ou bien comprendre où est localisé les secteurs stratégiques. Et ça, c'est peut-être la leçon que la crise nous aura donnée, c'est de bien comprendre où sont ces secteurs stratégiques. Et après, la collaboration entre les régions, je pense qu'elle est indispensable. On l'a vu au niveau du système sanitaire. Et je pense entre la Suisse et la France, elle est de toute façon cruciale à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas se passer de ces effets, de ces accords bilatéraux. Je pense que là, il y a même aucune réflexion à se faire. Maintenant, comment tout le monde doit en sortir gagnant et en gagnant, en ayant la tête droite, bah ça, je laisse aux politiciens toute cette discussion-là. Mais en tout cas, de toute façon, on ne peut pas s'écarter des effets bilatéraux. Et puis, j'adresserai peut-être une préoccupation que moi j'ai en tant que dans tous ces axes, cette problématique d'inégalité démographique. Il faut bien comprendre que dans le système de formation suisse qui est très solide et qui est très important, les relations avec l'Europe, les relations avec les programmes de formation européens est aussi importante. On ne peut pas s'en abstraire et on l'a vu avec les interruptions des programmes d'Erasmus. Alors aujourd'hui, la crise sauve un peu puisque tous ces programmes sont un peu interrompus à cause du manque de mobilité. Mais cet exemple-là est très important pour l'avenir. Je crois qu'on a eu une petite coupure. J'espère qu'on va retrouver rapidement Madame Lemaigre. On a quelques questions qui sont venues dans la box. Je vais les prendre rapidement dès que Madame Lemaigre aura retrouvé la connexion Internet. Voilà, je crois que c'est le cas. Je suis de retour. Oui, oui. Ouais, super. Je vous propose d'enchaîner peut-être avec les prochaines questions. On a une question sur la force du secteur du luxe dans les exportations françaises et notamment les débouchés sur le marché chinois. Comment est-ce que vous voyez l'avenir justement de ces exportations françaises? Mais je pense que la Suisse, notamment pour le secteur de l'horlogerie, est un peu dans le même cas de figure. Quelle analyse vous avez par rapport? Clairement, c'est deux atouts. Hein. C'est deux atouts. Enfin, non, c'est un atout pour les deux pays, plutôt comme ça qu'on devrait le qualifier. C'est un atout pourquoi? Alors, on pourrait se dire c'est pas assez diversifié, etc. Mais c'est un atout pour la raison pour laquelle c'est un atout, parce que c'est un secteur qui n'est pas cyclique comme le reste des autres secteurs. Et où les biens d'équipement, par exemple, où tant la France que la Suisse sont aussi exposés au niveau de leur exportation. Donc, c'est un secteur qui n'est pas cyclique et qui permet, dans des phases un peu plus compliquées, eh bien de fournir un coussin, on va dire, à cette crise. Alors, ce qu'on avait vu dans un premier temps, c'est que c'est évidemment les Chinois qui avaient arrêté les premiers à consommer, mais on a vu que c'était quand même un facteur qui permettait de très vite redresser l'activité des exportations de luxe parce que les Chinois sont revenus et puis sont surtout affamés, on va dire, après cette privation qu'ils ont eue temporaire de pouvoir consommer du luxe. Comme les Européens le sont avec les restaurants dès lors qu'ils rouvriront, si on a bien compris votre Exactement. présentation. On a une question précise sur un des graphes que vous avez montré, qui était notamment le niveau de la dette qui s'est réduit en février et puis qui s'est accentué ensuite tout au long de l'année. Voilà. La dette publique, vous voulez dire? Oui, je pense. Oui. Alors, moi, je n'ai pas montré de chiffres de dette, mais plutôt des chiffres de déficit. Si vous voulez repasser sur la présentation, c'est en page 9. Sans doute que c'est à ça qu'on fait allusion. Où cette page 9 vous montre en fait, mois par mois,
comment le déficit public français évolue en général, il est cumulé. Hein, donc, et vous voyez en fait que en début d'année 2020, évidemment, on était encore en forte activité. Donc, finalement, le déficit qui était cumulé était relativement moindre. Peut-être qu'en février, vous avez des dépenses qui sont moins élevées en France. Ça, j'avoue que je ne connais pas le détail. Mais après, ce qu'on voit clairement, c'est que par rapport aux autres années, mars, avril, mai et jusqu'à la fin de l'année, on a intensifié les dépenses publiques. Et ça, c'était toutes les mesures de soutien, à la fois par rapport aux allocations sociales, mais aussi de soutien aux entreprises pour pouvoir continuer à fonctionner. Attention que dans ce programme-là, dans ces mesures de soutien, n'interviennent pas les garanties qu'on a pu donner au financement des entreprises. Ça, c'est un petit peu différent. Ça n'entre pas dans ces déficits-là. Donc, ne pas trop se focaliser sur février. C'est sans doute une saisonnalité des dépenses publiques françaises. Ça n'est pas un mouvement qui doit être interprété outre mesure. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a eu besoin de creuser le déficit pour aider à faire face à la crise, et ça, on ne pouvait pas faire autrement. La place du gouvernement comme la place des politiques monétaires, c'est d'essayer de réduire les disparités, les inégalités, qu'elles soient sociales, économiques, voire financières dans le cas des politiques monétaires. Et donc, c'est là où les autorités devaient entrer en matière. On n'avait pas tellement le choix, que ce soit en France ou ailleurs. Si on reste justement sur le sujet de la dette et des déficits publics, on voit que jusqu'à présent et jusqu'à l'avant-Covid, l'Europe s'était toujours refusée finalement à emprunter. Et puis, on est dans des positions assez strictes sur les déficits publics. Et on voit que dans certains pays, les dépenses publiques peuvent représenter parfois plus de la moitié du PIB. Bon, il y a un changement de paradigme maintenant avec la situation Covid. Est-ce que ça va perdurer une fois que la situation sera rétablie, ou alors est-ce qu'on va retourner à un peu plus d'orthodoxie budgétaire? Ah non, mais ça, l'orthodoxie budgétaire, rassurez-vous, en Europe, elle va revenir très vite. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les Européens sont quand même un peu pragmatiques et menés, je dirais, par les Français et les Allemands, hein, qui n'ont pas toujours le même point de vue, mais qui font quand même avancer les choses. C'est que, bien sûr, on va revenir après à des restrictions, mais attention, ce qui est important, c'est que ce programme qu'on appelle le programme de convergence et de compétitivité, il a été relaxé pour justement permettre au gouvernement d'investir croissance et d'investir plan de relance pour éviter que ces contraintes qui sont des contraintes qui, à une époque, étaient importantes, mais qui aujourd'hui ne sont pas vraiment aussi déterminantes. Et je pense, pour ceux qui connaissent bien ça, le niveau de dette à 60%, qui était une vraie contrainte précédemment, ou d'un déficit à pas plus de 3%, on va revenir à ces critères-là, pas le 60%. Pourquoi? Parce que ce 60%-là, quand il a été défini au niveau du niveau de la dette, il était défini avec des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus élevés, un service de la dette qui était beaucoup plus élevé. Et ça, aujourd'hui, on ne doit pas oublier qu'on est dans un contexte de taux d'intérêt qui est complètement différent et qui nous permet d'avoir des niveaux de dette plus élevés qui soient soutenables. Et je vous ai expliqué la définition de la soutenabilité précédemment, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc aujourd'hui, on ne doit plus réfléchir à ce niveau des 60%. Par contre, le niveau du déficit public à 3%, il va très certainement revenir assez vite, on va dire, d'actualité, potentiellement pas avant 2025, mais il va certainement revenir dans les cadrans de la Commission européenne, bien sûr. Parce que ça, ce sont des dépenses récurrentes, ce ne sont pas des plans d'investissement. Et donc, celles-là, on doit continuer à être très restrictif ou à avoir un contrôle sur ces dépenses récurrentes.
Vous parliez justement, à contrario de ces dépenses récurrentes, des investissements productifs, hein, ce qui est dans le plan de relance européen des 100 milliards d'euros. Et je pense que ce sera la dernière question parce que le temps tourne. Vous-même, comme chef économiste de la banque, vous avez un rôle central et les banques, finalement, ont un rôle central aussi dans les investissements qui sont faits dans l'économie, dans l'investissement qui est fait par les entreprises. Et donc, est-ce que vous-même, dans les critères que vous retenez comme banque pour les investissements qui sont réalisés, toute cette partie de transition écologique est un critère de plus en plus important? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Ça va devenir demain un petit peu le standard, comme on peut le connaître avec les bâtiments Minergie ici en Suisse dans la construction, où avant c'était un plus et maintenant on n'a plus aucun bâtiment qui est construit qui ne soit pas Minergie. Est-ce qu'on vivra un petit peu la même chose dans l'investissement? Oui, alors la réponse c'est oui, la réponse c'est quand, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà intégrer tous ces critères quand on octroie un crédit? Je pense qu'il est peut-être encore trop tôt. Du côté investissement pour les clients, bien sûr, hein, vous connaissez toutes les normes ESG, toutes les banques aujourd'hui doivent offrir des produits qui répondent de plus en plus à ces normes. Il y a une philosophie derrière ça. Il faut faire attention aussi à tout l'aspect marketing qui est autour de ça. Et nous, on veut vraiment se focaliser sur l'accès durable des investissements dans lequel on expose nos clients. Quand je dis durable, ça ne veut pas dire uniquement climatique. Ça veut dire durable dans des entreprises qui sont réellement positionnées dans une activité qui sera là dans 10 ou dans 15 ans et donc qui vont continuer à générer une activité positive. Et ça, c'est aussi le facteur déterminant pour octroyer un crédit à une entreprise. C'est si vous investissez dans l'avenir. Est-ce que c'est l'avenir climatique, l'avenir de votre adaptation immobilière aux nouvelles technologies, ou est-ce que c'est un avenir technologique pour que dans 10 ans, vous puissiez continuer à offrir le produit dans des conditions d'environnement qui soient améliorées. Donc oui, c'est un critère clair à la fois pour les crédits en tant que banque universelle qu'on va octroyer avec des primes de risque positives, négatives qui vont tenir compte de ces critères-là. Oui, c'est clairement le cas quand on investit pour nos clients, avec l'argent de nos clients dans le cadre des mandats où ils nous confient leur argent pour l'investir sur des marchés financiers. Merci beaucoup, Madame Lemaigre, pour cette présentation, pour vous être prêtée aussi au jeu des questions-réponses. Ce n'est pas toujours évident, les questions sont diverses. En tout cas, merci de votre temps, du temps que vous avez passé à préparer cette présentation, puis du temps que vous avez passé avec nous pour la réaliser et puis répondre aux questions. Vous voyez sur le dernier slide ici maintenant les prochains événements ou e-événements de la Chambre, hein, parce qu'on est encore principalement en digital, même si on prépare déjà les événements présentiels pour le mois de mai, en espérant qu'on pourra les tenir. Ce qui arrive assez rapidement, j'ai juste cité cela, le 30 mars, apprendre à vivre l'incertitude comme nouvelle normalité. On aura la chance d'accueillir l'ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, Blaise Agristi, qui fera une présentation et un parallèle entre le secours et la haute montagne et la direction d'entreprise. Et justement, dans la période qu'on vit actuellement où il y a moins de prévisibilité et donc il faut vivre avec cette incertitude. Je pense que ce sera une présentation très intéressante. On a déjà énormément de membres qui sont inscrits, mais comme on est en digital, on n'est pas limité par l'espace, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis le 1er avril, la seconde session du e-B2B franco-suisse. On a plus d'une centaine d'entreprises qui sont déjà inscrites. Et là, vous avez une matinée qui est vraiment dédiée aux rencontres B2B entre entreprises, en sachant qu'on peut moins se rencontrer actuellement. Voilà, on a créé ce format digital qui vous permet sur une matinée, en vous inscrivant en amont, d'identifier les entreprises qui seront présentes et de demander des rendez-vous, d'en accepter, d'en refuser et de construire un programme de rendez-vous. Je crois que vous pouvez avoir jusqu'à 10 rendez-vous sur la matinée pour entretenir et développer votre réseau. Voilà en quelques mots, je ne vais pas reprendre toutes les opérations, vous voyez que le programme est assez dense. Encore merci Madame Lemaigre, on vous souhaite une belle journée, bonne continuation. On espère vous revoir peut-être au deuxième semestre pour une conférence en vrai à Genève avec le public autour d'une table. En tout cas, merci pour votre temps. Volontiers, merci à vous pour l'invitation.
avec plaisir. Et on en profite pour saluer tous les participants et vous souhaiter également à tous les participants une excellente journée. Merci encore. Au revoir. Merci, au revoir.